Bonsoir Julie de Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine. Bonsoir Louis Osalter. Bonsoir. Journaliste politique à Marianne. On le rappelle, les nationalistes contrôlent déjà la région depuis 2 ans. Est-ce que sur le long terme, on peut imaginer une Corse autonome, indépendante ? Suis-je fou ou bien c'est totalement illusoire? Alors Gilles Simeoni qui fait tandem et qui est lui autonomiste, qui fait tandem avec l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, se garde bien de parler d'indépendance. Il parle même pas d'autonomie d'ailleurs. Il a inventé un mot, enfin il a choisi un mot qui s'appelle l'émancipation. Alors ça va avec des tas de choses qui sont aussi des revendications indépendantistes, comme la reconnaissance du peuple corse, l'inscription du peuple corse dans la Constitution, l'autonomie législative, fiscale, donc des choses très importantes. Mais Simeoni, c'est quelqu'un d'extrêmement habile, qui a beaucoup de charisme. Le résultat de ce soir, c'est son triomphe, même si la participation est, je crois, inférieure à 50%, ce qui est quand même un peu un désaveu. Et puis c'est aussi l'échec total de tout ce qu'il y avait en face. Le PS, le parti radical de gauche, qui a été puissant en Corse, on n'en parle même plus, ils ont disparu, ils n'avaient pas de liste, ils n'étaient pas représentés dans ce scrutin. Macron ne prend pas. Il y a un petit village, une île qui résiste encore et toujours au macronisme en France, c'est la Corse, malgré les efforts de Marlène Schiappa qui est de là-bas, qui est descendue sur place pour essayer de mobiliser les Corses. Ça n'a pas marché. La droite s'est divisée comme d'habitude, donc en fait c'était un triomphe presque sans combattants. Il y a quand même une ambiguïté effectivement sur l'agenda des nationalistes. Donc nationalistes étant l'étiquette qui regroupe, comme Judith l'a dit, à la fois les autonomistes de Simeoni et les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni, qui avant étaient quand même dans la lutte armée, ne l'oublions pas. Et quand on regarde l'accord programmatique qui donc remporte un succès évident ce soir. Il s'était mis d'accord donc sur un programme qui vise à l'émancipation, comme dit Gilles Simeoni, sur le plan économique, fiscal, voilà, pour plus d'émancipation. Les mots sont pesés, de la Corse. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est la fin de cette liste programmatique qui disait, il se fixe un terme à 10 ans. Et à la fin des 10 ans, il propose de voir si ce statut est suffisant pour les Corses ou s'il faut aller encore plus loin dans la dévolution, sous-entendu la dévolution de pouvoir. Sous-entendu, aller plus loin, ça veut bien évidemment dire l'indépendance, étant donné les exigences qu'ils ont en matière de plus grande autonomie de la Corse. Ils ont des exigences en termes de plus grande autonomie, et en même temps, ils veulent que si autonomie et indépendance il faut que ce soit très préparé, parce qu'ils savent les dangers qu'il y aurait à Mais du coup, leur agenda politique est évident, mais il y a quand même une ambiguïté sur la finalité, parce que pour un indépendantiste comme Talamoni, qui est un du tandem et qui préside l'Assemblée de Corse, lui, sa finalité, c'est évidemment l'indépendance. Simeoni reste très prudent parce qu'il a fait une alliance d'intérêts avec Talamoni. On voit que depuis les élections régionales, où ils avaient également remporté un grand succès, ça marche. Et donc ce résultat de ce soir, leur victoire s'inscrit dans la continuité de leur victoire au régional, mais il y a une ambiguïté sur leur agenda de long terme. Il y a aussi juste un élément qui a pesé en faveur de Simeoni, c'est que Talamoni lui-même a reconnu que si un référendum était organisé maintenant pour l'indépendance, eh bien les Corses diraient non à l'indépendance, ce qui a permis de riposter au quasiment seul argument de campagne des adversaires, notamment de droite, qui était ça va être comme la Catalogne, un désordre indescriptible, surtout ne votez pas. C'est une ambiguïté qui leur permet de se protéger. La Corse, ils y passeront peut-être leurs vacances, mais alors certainement pas ensemble. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, ne s'apprécient pas du tout, à en croire le journal du dimanche, pour ce qui est notamment de la mise en place d'un menu végétarien 1 jour par semaine, comme le propose Nicolas Hulot. Stéphane Travers se montre cinglant. Écologie punitive, a-t-il lâché à l'hebdomadaire, et d'ajouter liberté et responsabilité plutôt que contrainte. Ce qui importe, c'est que nos enfants aient une alimentation saine, diversifiée et équilibrée. Ça peut paraître anecdotique, c'est un exemple parmi d'autres. Ces deux-là ne sont à l'évidence pas sur la même longueur d'onde. Au-delà des personnes, c'est quoi? C'est une bataille des idées qui a lieu au sein du gouvernement sur des sujets, somme toute, importants pour les Français. Oui, et dans un schéma assez classique finalement, parce qu'on nous parle de nouveau monde, mais là on est dans un schéma typique de l'ancien monde, avec un ministère de l'écologie qui milite pour l'écologie, et puis un ministère de l'agriculture
qui systématiquement se place du côté plutôt du lobby agroalimentaire et du côté d'intérêt d'agriculteurs, mais d'intérêt de court terme. On l'a vu sur le glyphosate. Donc on est vraiment dans une opposition, un clivage entre ministères qui est digne de l'ancien monde. Pourtant, c'est assez absurde parce que ça voudrait dire que quand on est agriculteur, on n'est forcément pas du tout écologiste. Et ça voudrait dire que quand on est écologiste, on n'est forcément pas du tout conscient des enjeux agricoles. Malheureusement, dont le premier enjeu est l'autonomie alimentaire. Non, et voilà. Donc vous voyez que la caricature d'une opposition entre deux ministres pareils, et ben en fait, on renforce les caricatures qu'on fait d'agriculteurs qui seraient forcément pour polluer, pour utiliser des herbicides polluants, et d'écologistes qui feraient forcément des extrémistes sectaires anti-agricoles. Or, évidemment, le débat vaut que ça, à la fois sur le glyphosate, sur les menus dans les cantines, bientôt sur d'autres sujets, comme Notre-Dame-des-Landes, là l'agriculture n'est pas en jeu, et encore, on construit quand même sur des terres cet éventuel futur aéroport. Donc, ce genre de crispation entre ministères qui ne correspond pas au dépassement des clivages et à la convergence d'intérêts pour bosser ensemble que voulait Macron, il est digne de l'ancien monde. Et de toute façon, le problème politique, en tout cas le cas politique qui est posé dans ce gouvernement, c'est évidemment le cas Hulot. Mais lors de vérité, je pense que ce sera plutôt Notre-Dame-des-Landes que ce genre de sujet qui l'oppose à Stéphane Travert. On a l'impression qu'on compte les points concernant Nicolas Hulot. Judith, pour l'instant, il tient, il reste au gouvernement. Et jusqu'à quand? C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois. Il a dit dans le Nouvel Observateur que pour lui, Notre-Dame-des-Landes ne constituait pas une ligne rouge. C'est-à-dire que si on autorisait l'aéroport, ce contre quoi il ne partirait pas pour autant du gouvernement, d'une part. Et d'autre part, il a précisé qu'à Notre-Dame-des-Landes se posait aussi un problème d'ordre public, ce qui est un discours tout à fait raisonnable. Ça s'appelle le réalisme, sans doute. Oui, de la part d'un défenseur de l'écologie. Et ça explique à la fois pourquoi Nicolas Hulot n'est pas très heureux dans ses habits de ministre. Il ne s'en cache pas, dans un langage parfois plutôt cru. Et en même temps, qu'il reste parce qu'il considère que c'est comme ça qu'il va gagner du terrain petit à petit. Sur le glyphosate, moi je trouve qu'au contraire, l'affrontement était davantage une querelle de territoire. Mais quand on écoute les discours et du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Écologie, ils ont été tous les deux assez raisonnables. Personne ne conteste que la France n'est pas prête à s'en passer aujourd'hui maintenant. Les 3 ans sont un point d'accord, 3 ans avant de trouver un produit de substitution sont un point d'accord entre les deux ministres. Alors après, il y a les querelles d'ego et les touche pas à mon portefeuille ministériel. Mais ça, c'est encore autre chose. Sur Notre-Dame-des-Landes, Louis, on devrait bientôt, être fixé. C'est Emmanuel Macron qui devrait prendre sa décision. Cet épilogue, il risque d'exacerber les tensions, encore une fois, au sein du gouvernement. Politique, oui. Alors, c'est vrai que Nicolas Hulot, ça dépend. On ne sait évidemment pas, et on ne sait pas, parce que les médiateurs eux-mêmes restent silencieux, on ne sait pas exactement ce qui va ressortir de cette médiation. Visiblement, le rapport des médiateurs qui avaient 6 mois pour réexaminer le dossier est censé donner un peu le récapitulatif des pour et des contre, mais à la fin, il devrait y avoir une décision politique. Et d'après ce que disait Nicolas Hulot cette semaine, il y aura le cadre de Noël sera une décision de fin d'année, oui ou non, pour l'aéroport. Première bonne nouvelle, c'est qu'il y aura enfin une décision sur un dossier qui est ouvert depuis plusieurs décennies et dans lequel il y a quand même une question d'autorité, de crédibilité de la parole publique qui est en jeu parce que tous les gouvernements jusqu'ici avaient été incapables de trancher. Deuxième sujet, la médiation. Elle avait été faite quand même pour gagner du temps à l'arrivée de Macron au pouvoir. Là, je crois qu'ils ont encore gagné 10 jours de plus parce que ça devait être le 1er décembre, finalement c'est le 13 décembre, donc on gagne encore un peu plus de temps pour un rapport qui finalement abordera un sujet dans lequel toutes les questions et tout le débat est sur la table depuis des années et des années. Donc il ne devrait pas apporter grand-chose sur le fond, qui devrait plutôt servir à récapituler. À la fin, il y aura une décision. Alors effectivement, Nicolas Hulot, on avait plutôt, dans ses dernières déclarations, l'impression qu'il mettait sa démission dans la balance. Là, il semble atténuer son discours. Est-ce que ça nous donne un indice sur la décision finale qui sera prise? Peut-être. On peut le prendre comme tel. On peut le penser. Emmanuel Macron, je voudrais qu'on termine par cela, effectuera mercredi, dans 3 jours, son premier déplacement officiel en Algérie. Il rencontrera son homologue Abdelaziz Bouteflika, qui lui a vu défiler 4 présidents français. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, Macron ne viendra que pour quelques heures. Il ne prononcera pas de grands discours comme c'est l'usage, entre guillemets. Visite éclair, donc, comme en Afrique de l'Ouest cette semaine, il ne voudra pas faire comme les autres. C'est ce que l'on croit comprendre. C'est sa patte à Macron, surprendre comme il l'a fait notamment au Burkina. C'est aussi, Macron, c'est intéressant parce que dans le dossier... Il va parler mémoire, je le précise, il veut tourner la page du passé, ce qu'indique l'Élysée. Exactement. Pourquoi il dit ça? Parce que Macron est quand même le premier président de la République française
qui est né après les accords d'Évian de 1962, donc qui sont la date où il y avait le cessez-le-feu entre l'armée et les combattants du FLN. Donc Macron, en fait, sa solution, croit-il, la solution pour ce conflit des mémoires en Algérie, c'est de ne pas en parler. Et c'est souvent le cas sur Macron. Quand on voit qu'il a un dossier dans lequel il est en difficulté, il essaye de se décaler, il essaye de s'en distancier et de parler d'autre chose. Il faut dire qu'il y a un précédent, je fais une parenthèse, pardon, il faut le rappeler quand même. Lorsque le candidat Macron est allé en Algérie en février dernier, ça s'était pas super bien passé, ça dépend de quel point de vue on se place, mais il avait, je le rappelle, qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité, ça lui avait valu une volée de bois vert. En fait, c'est le principal obstacle qui s'oppose à un voyage tranquille, à une visite tranquille en Algérie. C'est ce qu'il a dit lui-même quand il était candidat. Je crois que plus que ne pas en parler, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Ouagadougou, sa volonté c'est de tourner la page, et en fait il ne dit rien d'autre que ce que disait Nicolas Sarkozy dans la première partie du discours tant décrié de Dakar, à savoir que certes la colonisation est une faute, c'était le mot employé par Nicolas Sarkozy, mais on ne peut pas rendre la colonisation responsable de toutes les difficultés de l'Afrique. Or, l'Algérie, c'est quoi? C'est une économie en perdition totale depuis que le prix du baril de pétrole a chuté, parce qu'elle ne comptait que sur ce pétrole pour maintenir son niveau de vie, qui a un chômage terrible, 25% officiel dans l'ensemble de la population, 50% chez les jeunes. Une jeunesse désœuvrée surtout. Une jeunesse complètement désœuvrée, alors même que Bouteflika arrose tout le monde et crée des emplois publics à la chaîne pour essayer d'occuper tout le monde. Donc vraiment c'est une situation dramatique, et ce qui fait que, pardon, juste ça, le discours que tiendra Emmanuel Macron en Algérie aura comme d'habitude deux publics, un public jeune algérien qu'il devra convaincre de rester sur place parce qu'un développement est possible, ce qui dans le contexte ne va pas être facile, puis un public français sensible aux thèses des indigénistes qui expliquent tous les maux par la colonisation et qu'il faudra désamorcer. Le discours post-colonialiste, effectivement. Et j'ajoute un enjeu qui est l'enjeu sécuritaire. Oui. L'Algérie étant derrière l'Algérie, il y a les pays du Sahel. Il y a les groupes terroristes qui menacent l'Europe là-bas. Et effectivement, on ne peut pas se passer de l'Algérie et de la relation diplomatique franco-algérienne pour combattre le terrorisme dans cette zone-là. Et c'est pour ça que pour Macron, c'est évidemment un passage obligé, comme pour tout président français. On suivra ça évidemment. Donc mercredi, Macron en Algérie. Merci.